Rien. Donc, on va essayer de reprendre un peu tout. Donc, l'électromagnétisme, dedans, il y a électromagnétisme, donc c'est lié à l'action des charges électriques. Donc, c'est tout un pan de la réalité physique qui est lié donc à cet aspect du monde qui concerne des charges électriques. Qu'est-ce qu'une charge électrique? Bon, c'est un peu un mystère. En fait, l'électromagnétisme est un domaine de la physique qui, même si on le traite dans le cadre de la physique classique, est lié très profondément à la physique quantique. C'est à la fois un phénomène quantique. Vous avez des charges qui sont quantifiées. Vous savez qu'on ne peut pas avoir n'importe quelle charge. Vous n'avez que des multiples d'une charge élémentaire, E. Charge élémentaire, qui vaut, comme vous savez sans doute, 1,602 10-19 coulombs à peu près. Alors la valeur de cette charge est simplement liée au fait qu'on a défini le coulomb avant de connaître les électrons et de connaître la quantification de la charge. Sinon, cette charge s'appellerait 1, et puis on compterait les charges en comptant juste le nombre de fois qu'il y a la charge élémentaire dans un système. Malheureusement, l'histoire en a décidé autrement, et donc on a défini le coulomb d'une façon qui est ce qu'elle est, on y reviendra sans doute, comme étant l'unité de charge. Et par conséquent, quand on a mesuré, quand on a découvert qu'il y avait des électrons et qu'on a mesuré leur charge, eh bien, ils avaient une valeur qui est ce qu'elle est, compte tenu de l'unité. Donc cette valeur numérique, il faut la retenir, mais il faut bien comprendre que elle n'a cette valeur que parce qu'on a défini le coulomb comme étant une certaine charge de façon totalement arbitraire, liée à d'autres choses, mais arbitraire quand même. Donc, l'électromagnétisme est essentiellement quantique, et le champ électromagnétique est le précurseur, le prototype du développement de la théorie quantique des champs. Donc aujourd'hui, la vraie théorie pour traiter les interactions électromagnétiques, la théorie quantique, mais elle s'appuie sur l'étude classique de l'électromagnétisme, qui est associée, qui est une théorie achevée dans le cadre classique. Et le fin mot de cet électromagnétisme donc, classique est donné par les équations de Maxwell. Alors, peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler des équations de Maxwell. C'est un monument de la physique, qui ont été... Enfin, la théorie de l'électromagnétisme s'est développée essentiellement tout au long du XIXe siècle, et ces développements ont culminé dans les équations de Maxwell, que je ne vais pas écrire tout de suite, mais qui concernent des champs E, enfin le champ E et le champ B, le champ électrique et le champ magnétique. Donc ces équations gouvernent les propriétés, l'évolution de ces champs et leur lien avec les charges électriques. Donc, ça est lié aux charges électriques. Et vous savez sans doute que le champ E est relié essentiellement aux charges électriques et le champ B au courant électrique, mais donc bien sûr lié au déplacement des charges électriques. Alors, on a cette charge élémentaire, oui, voilà, donc il y a l'aspect quantique qu'on voit un peu quand même dans cette charge élémentaire, et puis il y a l'aspect relativiste, puisque les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière. Alors, ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière, mais c'est aussi, quand on fait de la relativité, la vitesse limite de toute information, toute énergie en physique. C'est en fait une caractéristique de l'espace-temps.
Cette vitesse se nomme c, vaut aujourd'hui d'ailleurs dans les nouvelles définitions du mètre, la définition du mètre fait que la valeur de c est connue, 299 792 458 mètres par seconde. Vous pouvez prendre ça par cœur, ça ne changera plus jamais, enfin, juste à moins qu'un jour on change la définition du mètre ou de la seconde. Mais aujourd'hui, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière en 1 sur ce nombre-là secondes. Voilà. Donc, en tout cas, les ondes électromagnétiques sont relativistes par essence, enfin, vont à la vitesse de la lumière. Donc, vous avez des effets, enfin, les effets de la relativité sont présents intrinsèquement dans la théorie de l'électromagnétisme et sont présents dans les équations de Maxwell, de fait. Et historiquement, il se trouve qu'on a découvert la relativité comme une nécessité induite par les équations de Maxwell. C'est-à-dire que les équations de Maxwell ont un problème, en fait. C'est un monument extraordinaire en physique, mais elles ont un problème, c'est qu'elles ne satisfont pas la théorie de la relativité galiléenne, si on veut. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas invariantes par changement de référentiel galiléen. Or, bien que dans le partiel, j'ai eu très très peu de bonnes réponses là-dessus, pour énoncer le principe de relativité galiléenne. Le principe de relativité galiléenne, c'est toutes les lois de physique sont identiques dans tous les référentiels galiléens. Eh bien, il se trouve que si on applique une transformation galiléenne pour passer d'un référentiel galiléen à un autre référentiel galiléen, eh bien, les équations de Maxwell ne sont pas invariantes. C'est embêtant parce que ces équations sont très efficaces, très élégantes, ça résume bien tous les phénomènes électriques et magnétiques de façon extrêmement concise. On a vraiment envie de croire à ça, mais c'est incompatible avec le principe de relativité galiléenne si on effectue les changements de référentiel comme le font Galilée, Newton, enfin comme en physique classique, avec un temps universel. Il se trouve que donc il y a une incompatibilité entre les deux, et ce qui a dû tomber, c'est pas le principe de relativité, c'est pas non plus les équations de Maxwell, c'est l'hypothèse qu'il y a un temps universel pour tout le monde, c'est-à-dire que oui, les équations de Maxwell sont les bonnes équations de l'électromagnétisme, oui, toutes les lois, et donc y compris les lois de Maxwell, sont les mêmes dans tous les référentiels. Simplement, pour passer d'un référentiel à un autre, il ne faut pas s'y prendre comme on pensait naturellement en physique classique, mais il faut faire une transformation relativiste, et c'est donc la relativité restreinte, en l'occurrence, qui résout le problème. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en introduction? Oui, donc voilà, l'électromagnétisme a une composante à la fois quantique et relativiste, mais on ne va pas aborder ces questions-là, on va faire l'électromagnétisme standard de Maxwell, donc la deuxième moitié du 19e siècle. Mais gardez ça en tête, certains paradoxes, justement liés à des changements de référentiel, certains paradoxes qu'on rencontre sont liés au fait qu'en réalité, il faut faire de la relativité pour être totalement cohérent sur tous les aspects de l'électromagnétisme. Bien. On reviendra un peu là-dessus, puis de toute façon, il faudra qu'on fasse un peu de relativité aussi. Donc, alors, les charges électriques, qu'est-ce que c'est? Donc, la charge électrique, c'est une propriété de certains éléments de matière, de certains corpuscules, même si la notion de corpuscule a disparu en physique quantique, mais en tout cas, on va considérer quand même les particules élémentaires au sens où notre intuition nous les propose. Et donc, on a des particules chargées, c'est-à-dire porteuses d'une certaine propriété. Vous savez que l'électron est chargé, avec la charge élémentaire, moins E en fait, moins cette charge
R, et puis on a le proton qui est une charge plus E. Bref, toute la matière est formée de particules qui ont soit des charges, soit pas de charge. La charge est une propriété. Cette propriété dicte en fait comment les particules se couplent aux champs électriques et magnétiques, qui sont donc des éléments de la nature. Et en fait, on a été amené à introduire ces notions de champ, c'est une révolution majeure dans la physique, de penser en termes de champ, à partir de la force de Coulomb. Donc la première manifestation claire mathématique, quantique précise. Excusez-moi juste une seconde. Juste une seconde. Qu'est-ce que je disais? Oui, la première manifestation mathématiquement précise et quantitative, disons, des charges électriques a été obtenue à travers l'expression de la force de Coulomb, qui dit comment une charge Q1 et une charge Q2 interagissent l'une avec l'autre, et vous savez tous que la force que la charge 1 exerce sur la charge 2 est égale à, donc est proportionnelle aux charges, Q1, Q2. Alors il y a un facteur là de proportionnalité qui dépend juste, qui est là pour des raisons historiques, qui dépend de l'unité choisie pour les charges, et en tout cas c'est inversement proportionnel au carré de la distance, c'est proportionnel aux charges, et c'est dirigé suivant si je fais tous les cas, Et il y a une autre propriété qui est juste une propriété du monde, c'est qu'il y a des charges positives, il y a des charges négatives. Considéré longtemps que c'était une forme, donc deux formes distinctes d'électricité. Mais cette loi-là, mathématiquement, traduit directement le fait que deux charges de même signe se repoussent et que deux charges de signe opposé s'attirent. C'est contenu là-dedans. Si vous avez... Alors, peu importe qu'est-ce qu'on choisit comme positif et qu'est-ce qu'on choisit comme négatif, si on a une qui est positive et l'autre qui est négative, eh bien le produit des deux sera négatif ici, et donc la force sera dirigée vers, de 2 vers 1, opposé à U1, 2. Et par contre, si les deux ont le même signe, qu'elles soient positives ou négatives, ça c'est une pure convention. Laquelle est positive, laquelle est négative, c'est complètement conventionnel. On a choisi une convention telle qu'il se trouve que les électrons ont une charge négative. C'est un hasard, c'est comme ça. Mais donc, si elles ont la même charge, le même signe, eh bien, les charges se repoussent. Voilà. Donc, cette force-là peut se réécrire F de 1 vers 2 égale Q2 fois le champ créé par la charge 1, où le dit champ s'écrit donc Q1 sur 4 pi epsilon 0 R2. Je vais l'appeler juste U1, donc ça c'est au point M. En un point M quelconque, il y a un champ. Ou U1. Donc c'est une reformulation de l'expression de la force qui a un intérêt, qui a un fort avantage. En fait, si on a introduit les champs, c'est parce qu'ils se sont vraiment imposés à la physique. C'est essentiellement Faraday qui a mis le doigt sur cette notion très importante. L'idée ici, c'est que c'est un vieux problème qui date de Newton avec l'action à distance, l'action gravitationnelle à distance. Il est difficile de concevoir comment une particule peut avoir une incidence sur une autre particule qui est à distance de façon instantanée. Comment je peux avoir une influence sur quelque chose qui est loin? L'idée du champ, c'est que le champ est un intermédiaire. L'idée du champ, c'est qu'en fait, c'est pas la charge Q1 qui a une incidence sur la charge Q2. La charge Q1 crée un champ partout dans l'espace. Crée ce champ-là partout dans l'espace.
Donc vous avez une charge Q1 quelque part, une charge Q, disons, et en chaque point M, il y a quelque chose, il y a un champ E qui vaut Q sur 4pi epsilon 0 R2, UR ou enfin, voilà, enfin, U, ce U. Donc en chaque point de l'espace, vous avez un champ E comme ça. En ce point-là, il y a un champ E comme ça, etc. Le champ est inversement proportionnel à la distance. Et puis voilà. Donc, le champ, la charge Q influence l'espace tout entier, mais de proche en proche. Donc après, ça c'est l'idée, c'est que si vous modifiez la charge Q, eh bien une onde va se propager, c'est-à-dire qu'on ne va pas modifier instantanément le champ ailleurs dans l'espace. De proche en proche, si vous changez la charge Q, ça va changer le champ ici, 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 enfin bref, et donc vous n'avez pas une action instantanée, et vous n'avez pas non plus une action à distance. La charge Q produit un champ partout dans l'espace, et ensuite, si il se trouve qu'il y a une charge ici, une charge Q2, ou Q', puisque j'ai mis Q maintenant, si j'ai une charge Q' ici, la charge Q' ne sait rien de la charge Q. Elle ne réagit pas à la présence de la charge Q. La charge Q' réagit à la présence du champ qu'il y a ici. Ce champ a été créé par Q, d'accord, mais Q' ne le sait pas. Q' réagit juste à ce qu'elle voit là où elle est. Et donc, là où elle est, il y a un certain champ. Il se trouve que ce champ a été créé par Q, bien. Mais Q' simplement subit une force, ici je vais l'appeler F', qui vaut Q' fois le champ E qu'il y a là où elle est. Donc ce sont des interactions locales et plus des interactions à distance. Ça change tout conceptuellement. Par ailleurs, ça veut dire que l'action sur Q' dépend donc simplement de la valeur du champ ici, peu importe comment ce champ a été créé. Autrement dit, si vous avez, en fait, voilà, vous avez ici E, en ce point-là, le point est d'accord. Donc, ce champ peut être créé par cette charge ici. Il pourra aussi être créé, je ne sais pas, par une charge, en fait, qui se trouve plus loin, mais qui serait un peu plus grande, de telle sorte que Q sur R2 soit le même. Ça créerait le même champ. Et donc, Q' réagirait pareil. Donc, vous voyez que Q' ne sait pas du tout qu'est-ce qui a créé ce champ. Q' voit le champ et réagit au champ, suivant cette force-là. Bon, je peux la noter de façon générale comme ça. F égale QE. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, par ailleurs, le champ E peut être créé par toute une distribution de charges. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Qui, si on le voit via la force de Coulomb, dérive du principe de superposition des forces. Si un corps est soumis à deux forces, en fait, tout se passe comme s'il était soumis à une force qui est la somme vectorielle des deux autres forces. Et bien donc, ce principe se traduit pour les champs, puisque, si vous voulez, la force subie par une charge est la somme des forces causées par toutes les charges individuelles. Je n'explicite pas exactement cette notation, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est la force résultante, la force électrique, la force de Coulomb, résultante de toutes les forces produites par toutes les charges I. Eh bien, comme toutes ces charges, toutes ces forces I s'écrivent donc Q, donc force sur une charge Q, située au point M. Donc cette force, chacune des forces individuelles voilà, s'écrivent de cette façon-là. Je vais appeler ça UI, le vecteur unitaire qui va de la charge I au point M. Bien, je peux simplement sortir le Q de cette somme et obtenir QI sur Kpi epsilon 0 QI, et appeler tout ça un total. Autrement dit,
l'additivité des forces se traduit trivialement en additivité des champs. C'est-à-dire que le champ total créé par une distribution de charge, c'est la somme des champs individuels. Bon, rien de très étrange dans tout ça, mais... Voilà. OK. Donc voilà, vous avez des champs qui sont créés par des distributions de charges. Et peu importe, oui. En quelle unité s'exprime le champ? Oui, alors bonne question. En quelle unité s'exprime le champ? Alors, je vais passer ça. Alors, on a plusieurs façons de le voir. Donc, la force de Coulomb, c'est F égale QE. Et donc, ça, ce sont des... alors, une force, c'est une masse fois une accélération. Donc, c'est une masse fois une longueur T-2. Et la charge étant en coulomb, on peut dire que le champ E a les unités de mètre, kilogramme, mètre, seconde moins 2, coulomb moins 1. En fait, ce qu'on fait, donc, vous voyez que travailler avec les champs électriques, magnétiques, avec les charges électriques, nécessite d'introduire une unité supplémentaire par rapport au mètre, kilogramme, seconde. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on introduit plutôt les ampères, c'est ce qu'on fait le système MKSA, mètre, kilo, seconde, ampère. En tout cas, il faut une unité supplémentaire liée aux grandeurs électriques. Ceci, encore une fois, ne serait pas nécessaire si on avait compris tout de suite que la charge était quantifiée. Et en tout cas, c'est le cas. Donc, les coulombs sont les ampères sont des coulombs par seconde. Autrement dit, les coulombs sont des ampères seconde. Et donc ici, on a des kilogrammes mètres seconde moins 1 ampère. Alors ça... pardon? Ampère moins 1, ouais. Ampère moins 1, oui, merci. Du coup, C'est moins 3. C'est moins 3, oui. C'est par contre, oui, c'est moins 3. Alors, il y a une autre façon de l'écrire, ça, c'est pas la peine de le retenir. Hein. Par contre, il faut comprendre aussi que le champ E est lié aux différences de potentiel. En fait, le champ E dérive d'un potentiel, on va le voir tout de suite. Il existe un champ scalaire V. Alors, tel que E égale moins gradient de V. On va le montrer tout de suite. Et, et V s'exprime en volts. Et donc, le gradient revient, c'est une dérivée par rapport à l'espace. Donc, en fait, l'unité de E, ce sont des volts par mètre. Mais qu'est-ce qu'un volt? Eh bien, c'est pareil, il faut retouiller tout ça pour avoir la bonne expression en MKSA. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus. Ouais. Mais je vais en fait, puisqu'on y est là, je vais tout de suite introduire le potentiel. Alors, oui, donc, le champ E créé par une charge Q
je vais la placer à l'origine d'un repère. C'est E égale Q sur 4pi epsilon 0 R2 UR. Et bien ça, donc je dis, il existe V tel que, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'exhiber ce V-là. Si vous écrivez V qui vaut Q sur 4pi epsilon 0 R tout, et que vous prenez le gradient de ceci, alors V ici, enfin là je suis implicitement en coordonnées sphériques, d'accord? On a un point M ici, à la distance R. Ceci est un V de R θ phi. Il y a une symétrie sphérique autour du point, bien sûr. Oui. Est-ce que le carré joue sur le R ou... Non, il n'y a pas le carré. Donc V vaut ceci. V en fait ne dépend que de R. Par conséquent, le gradient de V, c'est dV sur dr UR. Il y aurait des termes supplémentaires, plus 1 sur R dV sur dθ uθ, plus 1 sur R sin θ dV sur dφ uφ, truc comme ça. En tout cas, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, quand vous avez une fonction comme ça, à symétrie sphérique, qui ne dépend donc que de R, le gradient c'est simplement dV sur dr UR. Et vous voyez effectivement que si vous faites dV sur dr ici, ça vous fait moins 1 donc le 1 sur R fait moins 1 sur R2, donc ça fait moins Q sur 4pi epsilon 0 R2 UR. Donc il suffit de voir, effectivement, on a ici E qui vaut moins gradient de V. Alors, comme le gradient est en fait un opérateur de dérivation linéaire, c'est-à-dire que le gradient de lambda V1 plus mu V2, c'est lambda gradient de V1 plus mu gradient de V2. L'additivité des champs E est équivalente à l'additivité des potentiels V. C'est-à-dire que ça, c'est donc ce qu'on appelle le potentiel électrostatique. Oui, je ne l'ai même pas nommé. Potentiel électrostatique. Ce potentiel électrostatique, créé par une charge Q située en haut, au point O, il s'écrit comme ceci. Et si vous avez une distribution de charges, si vous avez plusieurs charges, eh bien, le potentiel résultant, c'est simplement la somme, pour toutes les charges, de tous les potentiels VI créés par toutes les charges. Donc vous voyez, c'est la structure de la force de Coulomb, F égale Q1, Q2 sur QQ', sur 4pi epsilon 0 R2 UR, qui fait qu'on peut, donc ça, le passage au champ, c'est ce que je vous ai expliqué, on peut l'exprimer à partir d'un champ, et du coup la forme de ce champ, eh bien, il se trouve que ce champ est la dérivée d'une certaine fonction. Alors on met moins pour des raisons aussi historiques ou pratiques. De même qu'on met, on a la force qui est moins la dérivée de l'énergie potentielle. Vous avez ici, en fait, E qui est moins la dérivée de V. Quand je dis dérivée, c'est dérivée dans l'espace, c'est-à-dire gradient. Donc effectivement, la force ici va dériver, la force va, donc, qui vaut QE va dériver de l'énergie potentielle QV. On le voit ici. F égale Q fois moins gradient de V, c'est-à-dire moins gradient de QV. Autrement dit, la force de Coulomb dérive de l'énergie potentielle E égale QV. Ça, c'est l'énergie potentielle d'une charge Q au potentiel V, au potentiel électrostatique V. Donc
les potentiels s'ajoutent comme ceci. Alors, les potentiels, par ailleurs, sont définis à une constante près, exactement de la même façon qu'une énergie est définie à une constante près, tout simplement parce que ce qui est physique dans tout ça, c'est le gradient de la fonction V. Alors, c'est pas parce que V n'est pas physique au sens plein du terme, qu'il n'est pas important. En fait, le fait que le champ E soit toujours la dérivée d'une certaine fonction est une propriété extrêmement forte. C'est-à-dire que le champ E ne peut pas être n'importe quoi. Vous pouvez avoir une distribution de charges, ce que vous voulez, vous pouvez mettre les charges que vous voulez où vous voulez. Ça va créer des champs qui peuvent être extrêmement compliqués, mais ils auront toujours une propriété très importante, fondamentale, qui est que ce champ sera toujours le gradient d'une certaine fonction. On peut mettre la distribution de charges qu'on veut, mais on ne peut pas créer le champ qu'on veut. On peut créer tous les champs qu'on veut à condition que ce soit le gradient d'une certaine fonction. Donc V peut être ce qu'on veut. Mais E, du coup, ne peut pas être vraiment ce qu'on veut. E est toujours le gradient de quelque chose. Donc l'introduction de ce V-là n'est pas purement arbitraire. Ça traduit une espèce de structure sous-jacente dans le champ E qui, physiquement, ne peut pas être n'importe quoi. E est forcément la dérivée, moins le gradient d'une certaine fonction. Bien. What else? Oui, donc le potentiel s'exprime en volts, c'est ce que je disais là-bas. Unité de volts. Et du coup, le champ E, c'est les volts par mètre. Voilà. Bien, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce stade? Bon, on va peut-être tout de suite introduire les distributions de charges. Donc, les charges sont portées par des particules microscopiques, les électrons, les protons, essentiellement, je veux dire dans la matière. Et donc, quand on travaille à grande échelle, on a souvent affaire non pas à des charges individuelles, des charges ponctuelles, mais à une distribution de charges. Et donc, si vous avez de la matière avec une charge Q1 ici, une charge Q2 là, Q3, Q4, voilà. Vous pouvez toujours calculer le potentiel créé par toutes ces charges. Ça va être donc la somme des QI sur 4pi epsilon 0 R et RI. Donc, du coup, RI, calculer le potentiel en un point M. RI ici, c'est MIM. Où MI, c'est le point de charge QI. Vous pouvez aussi calculer donc, le champ E total comme étant la somme sur tous les I des QI sur 4pi epsilon 0 RI carré. Vous pouvez le calculer directement ou simplement dire que ça, c'est juste moins le gradient de ceci que vous auriez déjà calculé éventuellement. Mais si vous avez une infinité de charges, ou un nombre colossal de charges, c'est pas très intéressant de travailler comme ça. Ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on a fait en hydrodynamique, c'est qu'on se place à l'échelle mésoscopique pour définir une densité de charge mésoscopique. C'est-à-dire, vous prenez un petit volume, des taux, d'accord ? Alors, ce volume élémentaire n'est pas infinitésimal au sens où ça tendrait vers 0. Il faut qu'il soit suffisamment grand. Donc, des taux. Suffisamment grand pour contenir un grand nombre de charges. De même que le volume élémentaire qu'on a considéré en hydrostatique contient plein de particules, de façon à définir une vitesse moyenne, une densité moyenne, une température moyenne, une pression moyenne dans un petit volume, d'accord ? Un grand nombre de charges, dire. Élémentaire des taux, donc suffisamment grand pour contenir un grand nombre de charges,
est suffisamment petit pour être considéré comme infinitésimal quand on fait des calculs macroscopiques. Donc je mets des guillemets à infinitésimal. Dans des situations macroscopiques. Donc c'est grand à l'échelle microscopique et c'est petit à l'échelle macroscopique. Du coup, on définit à cette échelle-là une densité de charge. Alors, une densité de charge électrique, bien sûr. Rho, c'est simplement la somme des QI dans le volume, dans un volume d'étau. Divisé par dτ. De sorte qu'on a dQ qui vaut ρ dτ. Donc c'est dQ sur dτ aussi. Donc ça, c'est la densité volumique de charge. Et si les charges sont réparties non pas en volume, mais en surface, alors c'est jamais le cas, c'est toujours en volume, on est dans un espace à 3 dimensions. Mais si les charges sont réparties, par exemple, à la surface d'un conducteur sur une épaisseur très très petite, devant la dimension du conducteur lui-même, à ce moment-là, on peut parler de densité surfacique de charge, donc densité, voilà, je rajoute volumique ici, la densité surfacique de charge est simplement définie surfacique. Est définie comme tel que dQ égale sigma ds, donc ça c'est la densité surfacique de charge en question, et ça c'est la surface élémentaire. Donc typiquement, si vous avez un conducteur comme ceci qui est chargé en surface, vous avez sur un petit élément de surface ds une charge dQ égale sigma ds. Sigma n'est pas forcément uniforme, sigma peut dépendre du point où on se trouve. Donc dQ au point M, là, ici, ça va être donc sigma de ds. D'accord? Pareil d'ailleurs sur une ligne, maintenant si les charges sont réparties sur un fil comme ça, mais qui à l'échelle où on regarde est considéré comme infiniment petit, on va avoir une densité linéique de charge telle que dQ égale lambda fois dl, où dl est la petite longueur élémentaire du petit bout considéré. D'accord ? Pourquoi il l'a écrit là? Parce que c'est comme ça qu'on définit la densité de volumique de charge. Il est écrit dans des taux. C'est la somme dans des taux. C'est ça qu'on écrit juste en dessous. Ouais, c'est la somme de toutes les charges qu'il y a dans le petit volume considéré. Ok? Pas de questions? Facile les formalités. Alors, les charges, elles peuvent bouger. Et ça fait des courants. Alors, c'est un tout petit peu amusant. Ou plus amusant, ça dépend. Oui, non, pardon, je finis d'écrire ça quand même. Du coup, le champ E, créé par une distribution volumique de charge, eh bien, donc, c'est la somme des QI sur 4pi, epsilon 0 de QI, ça c'est la version discrète. Évidemment, quand on passe en version continue, c'est simplement une intégrale sur tout le volume où il y a des charges de
Alors, les Q sont des ρ d'étau. Hein, donc, vous faites une intégrale de ρ d'étau, enfin, ρ, on va dire U d'étau sur 4pi epsilon 0 R2. Donc, peut-être que je fasse un dessin quand même. Donc, voilà un grand volume où il y a des charges. Prenez un petit d'étau ici, centré autour d'un point P. Et puis vous regardez le champ au point M. Donc dans cette écriture-là, la notation, le vecteur unitaire U, c'est le vecteur qui va du point P au point M. Donc je vais ça, U, c'est PM, pardon. Vecteur PM sur norme de PM, d'accord. Le vecteur unitaire qui part de la charge, disons de la région chargée et qui va au point M, et puis petit r, c'est la distance entre P et M, tout simplement. Ou si on veut écrire directement le potentiel électrostatique, eh bien on a la somme triple sur tout le volume des ρ d'étau sur 4pi epsilon 0 R2 avec la même notation. Petit r, c'est la distance entre P et M, et on somme sur tout P. En fait, on somme sur tous les points P, c'est-à-dire sur tout le volume UE des charges, ou si vous voulez, on somme sur l'infini, enfin sur l'univers entier, étant entendu que là où il n'y a pas de charge, bah, ρ vaut 0, tout simplement. Donc, ça ne contribue pas de toute façon à l'intégrale. Donc voilà, vous sommez sur tout l'univers l'ensemble des champs individuels produits par chaque petite région d'univers de taille d'étau, ou l'ensemble de tous les potentiels électrostatiques produits par chaque région d'univers. Voilà. Alors, si la distribution est surfacique, eh bien, vous sommez sigma ds ou bien lambda dl. Enfin, bref, je n'écris pas tout, enfin, c'est assez évident. Bien, alors, est-ce que je fais tout de suite la circulation? Peut-être parler du champ B maintenant. Parler du champ B. Ok, donc, non, je vais parler des charges qui bougent d'abord. C'est ça. Monsieur, je crois qu'il y a un carré entre eux. Ah oui, dans B, exact, merci. Bien sûr, merci. Alors, charge en mouvement. Ça veut dire des courants. Alors, on a déjà vu ça, donc je vais peut-être pas reprendre tout ce qu'on avait fait, mais enfin bon, essentiellement une charge Q animée d'une vitesse V, voilà. Donc ce sont des charges en mouvement qui subissent le champ magnétique. Donc c'est pour ça qu'avant d'introduire le champ magnétique, je vais parler juste un tout petit peu des charges en mouvement, simplement pour introduire la notion de densité de courant. Notion de courant et de densité de courant. Donc je l'ai déjà fait, mais je vais peut-être reprendre un tout petit peu. Densité de courant. Donc dans un fil électrique, c'est parce qu'on a fait l'électrocinétique, on aurait dû faire après ça, mais bon, voilà, le programme exige que, enfin, le planning exigeait qu'on fasse un peu d'électrocinétique. Donc vous savez tous que un courant électrique, ça correspond au mouvement de charge, et ce qu'on appelle courant I, c'est la quantité de charge qui passe par une petite surface F, par la section du fil, par unité de temps. I, c'est dQ à travers S, je le note comme ça, sur dt. Et puis on avait, je crois, en fait, exprimé I en fonction déjà de la densité de courant, mais c'est peut-être pas impesanti, en réalisant, enfin en écrivant simplement que les charges qui traversent, elles viennent de l'amont et puis elles passent en aval, d'accord?
Et donc, on s'était posé la question, que vaut I compte tenu, enfin, à partir de la... Donc, on a pris un petit modèle simple où on a des charges Q avec une vitesse V, et puis on dit qu'on a une densité de charge petit n. Donc, densité de particules. Je vais même être comme ça. Densité petit n de particules de charge Q et de vitesse V. Alors, dans un conducteur, toutes les charges n'ont pas forcément la même vitesse. Mais il suffit d'intégrer sur les vitesses, c'est pas le problème. Donc, je considère l'ensemble des charges Q qui ont une vitesse V. S'il y a d'autres charges qui ont une autre vitesse, eh bien, soit on ajoutera, enfin, peu importe. Et je dis qu'il y en a une densité n. Donc ça, c'est une densité de particules. C'est un nombre par mètre cube, par unité de volume. Calculons le courant I, c'est-à-dire combien de charges passent par unité de temps. Pendant le temps d'été, combien il y a de charges qui traversent la surface S, la section S de fil. Bien, c'est simple. Je vais refaire le dessin ici. Si vous avez ici la petite surface S, voilà votre fil. Eh bien, les charges qui traversent pendant d'été sont les charges qui étaient dans ce petit volume-là de longueur VDT. Toutes les charges qui étaient là-dedans, puisqu'elles vont toutes, là, dans mon hypothèse, à la vitesse V, si elles ont une vitesse différente, on intègre sur V, c'est pas un problème, toutes les charges qui étaient dans ce petit volume-là ont traversé pendant d'été. Celles qui étaient au-delà ne sont pas encore arrivées, et toutes celles qui étaient là, elles ont traversé. Donc combien il y en a? Nombre de charges ayant traversé pendant d'été, eh bien c'est le nombre de charges dans ce volume-là, c'est-à-dire la densité de charge fois le volume, donc c'est petit n, et le volume c'est VDT fois S. N, S, j'ai mis un petit S. Ouais. S. VDT, ça c'est le nombre de charges, et par conséquent la quantité de charge, bah, c'est Q fois ça, puisque chaque charge a une charge Q. Quantité de charge ayant traversé la surface S pendant dt, c'est donc N, Q, V, S, dt. Et par conséquent, le courant I, ça c'était le dQ, c'est dQ sur dt, c'est donc N, Q, V, S. Alors, j'ai travaillé là comme si tout était à en considérant donc un petit élément de fil qui est monodimensionnel. Enfin, on est sur une longueur élémentaire, il n'y a pas de courbure ici, mais donc dans ce fil, tout est à une dimension. La vitesse des particules est dans la même direction que la surface. Mais si j'avais pris une surface qui n'était pas orthogonale au fil, si j'avais pris une surface en biais, comme ça, évidemment, le S ici est plus grand que le S là. De combien? Bah de 1 sur le cosinus. La surface d'une ellipse comme ça, si vous coupez un tuyau avec une section orthogonale à l'axe, vous avez une certaine surface, pi r2. Si vous le coupez en biais, ça fait une ellipse, et sa surface c'est quoi? Eh bien, c'est 1 sur cos θ de celle-ci. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord, vous êtes prêt à l'acheter ça, mais est-ce que vous voyez? On va pas le prendre rond, on va le prendre carré. Ça va être très facile. Donc j'ai un tuyau comme ça. Un tuyau carré maintenant. Tout mon fil est à droite d'être carré. Donc j'ai A
et B, et la surface S, c'est AB. Ok? C'est un carré en fait, c'est ça. Carré, oui, d'accord. Rectangulaire, comme ça on est complètement général. D'accord? Rectangle, pardon. Et maintenant, au lieu de le couper droit, donc ça c'est orthogonal à l'axe, hein, on est d'accord, comme ça, là. Bon, bref. Maintenant, je le coupe en biais. Alors, il va falloir faire l'imagination, là, je le coupe en biais comme ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Eh, c'est pas si mal, hein? Ouais, enfin bon. Ok. Donc là, j'ai toujours B. Et là, j'ai quoi, là? Donc là, le S' maintenant, là, c'est B fois A'. Et A', c'est quoi? Eh bien, si l'angle ici est θ, j'ai encore θ ici. Eh bien, A' fois cos θ, c'est A. Ouais? Pourquoi vous riez? Comme si j'étais en train de vous arnaquer. Non, mais c'est vrai. Comment on est passé du premier θ déjà juste au deuxième θ? Alors, est-ce qu'on voit? Faut que je prenne du recul. Ben, si, θ, c'est. Donc, là, j'ai mis. Ça, c'est la normale à celui-là, c'est l'axe. D'accord. Et ça, c'est la normale à ma surface inclinée. Ah oui, d'accord. Donc voilà, là, c'est l'angle entre les normales, et puis là, c'est l'angle entre l'ancien. C'est un problème de vision dans l'espace. Oui, c'est ça. Ou de dessin, bon. Mais à coup pas. Donc, en tout cas, on a A qui vaut A' cos θ. N'est-il pas? Ah. Oui, oui. Ça, c'est A', et ça, c'est A. Oui, oui. Donc, A égale A' cos θ, par conséquent, S', c'est BA sur cos θ. Et donc, on a S qui vaut S' cos θ. Ce cos θ, c'est donc le produit scalaire entre, alors je vais appeler ça N, la surface, le vecteur unitaire orthogonal à la surface. Ça vous va, N? Comme normal? Vecteur unitaire normal à la surface. Voilà. Et donc ici, je peux réécrire N, Q, V, scalaire. C'était écrit par rapport à la surface. Parce que là, c'est bien par rapport à la surface. Regarde dans un premier temps. Qu'est-ce que ça vaut des Q? Je vais le reprendre d'abord peut-être qualitativement. L'intensité là-dedans, c'est la quantité de charge qui traverse la section par unité de temps. J'ai calculé la quantité de charge qui traverse une section droite par unité de temps. Si j'avais calculé une quantité de charge et j'ai trouvé NQV fois la section droite. Si j'avais pris une section en biais, ça ne change rien. J'ai la même quantité de charge qui traverse cette section par unité de temps. Simplement, le S ici est plus grand. Maintenant, il vaut S sur cos θ. Donc, je dois multiplier par cos θ pour obtenir la bonne valeur de la quantité de charge qui traverse par unité de temps. Eh bien, il se trouve que ce cos θ, c'est très exactement le produit scalaire entre l'orientation de la surface, la nouvelle surface que j'ai choisie, et l'axe, et la direction de la vitesse des électrons. Donc voilà. En fait, donc je retire le prime parce que maintenant je suis dans le cas général. I, c'est NQV scalaire NS. Et là, du coup, en fait, la section est caractérisée par sa surface et sa direction. La direction de sa normale.
Ouais, ça va? Ah, super, super. Ouais. Bien, eh bien, on appelle ça la densité de courant. Ça, c'est le nombre de charges. Avec un vecteur. Quoi? Avec un vecteur. Et on le note petit j. Ah, non. C'est le... Et ça, Ça fait on appelle ça le vecteur surface. Alors ça, c'est un concept très important en électromagnétisme. le premier. On peut peut-être l'expliciter de façon un peu plus générale, pas sur ce cas particulier. Attends, c'est quoi ça? Soit une surface, comme ceci. Vous pouvez définir une petite surface élémentaire, voilà, autour d'un point quelconque. Hein, d'ailleurs, on l'appelait P. Cette surface élémentaire, si vous considérez juste son aire, voilà, je vais la noter ds. Mais on peut orienter cette surface, on peut en faire un vecteur. Qu'est-ce que le vecteur surface élémentaire? Le vecteur surface élémentaire. Enfin, je vais mettre des guillemets à la française, c'est pas une façon de parler, ça s'appelle surface élémentaire. On appelle ça la surface élémentaire, c'est donc la surface infinitésimale qu'on considère autour d'un point. Et le vecteur surface élémentaire, c'est le vecteur est le vecteur ayant pour norme la surface élémentaire, c'est-à-dire ds, ça c'est sa norme, et pour direction, la direction, la seule direction qui est définie par cette surface élémentaire, c'est sa normale. C'est-à-dire si vous avez la normale, vous avez l'orientation de la surface. Sachant qu'elle est élémentaire, donc elle n'est pas courbée. Hein. Elle est infinitésimalement petite, et vous savez que toute surface régulière, il n'y a pas un coin, c'est pas un pli. Hein. Si vous la regardez à suffisamment petite échelle, elle est comme plate. Hein. Donc ceci, en fait, est un plan, hein, la limite infinitésimale. Donc un plan est défini, son orientation est définie par une direction, la normale à ce plan. Donc le vecteur surface élémentaire est le vecteur ayant pour norme la surface élémentaire ds, et pour direction, la normale à cette surface. Alors ça, c'est la direction. Il reste une chose pour caractériser un vecteur, c'est le sens. Quel sens? Là, j'ai le choix, c'est soit par là, soit par là. Alors là, bah, c'est comme on veut, il faudra le préciser à chaque fois. Enfin, il n'y a rien qui permet de dire... Enfin, il n'y a rien qui justifie qu'on choisisse une direction plutôt qu'une autre. D'accord? Si je me tourne... si je dis je vais toujours à gauche, bah oui, mais si je me tourne, la gauche est devenue à droite. Donc bon, ça c'est arbitraire. Donc, il faudra préciser, par exemple, si on a une surface fermée, un truc fermé, voilà, un volume, on pourra choisir systématiquement l'élément de surface, le vecteur surface sortant de la surface, ou bien entrant au choix. Bon, on le précisera. Mais en tout cas, un vecteur surface élémentaire, c'est un vecteur qui a pour norme la surface élémentaire ds, et pour direction, la normale à cette surface. Donc, je choisis son sens arbitrairement. Si c'est important, il faudra préciser quoi. Si c'est pas important, eh bien voilà, ça suffit. Donc, et on va tout de suite voir là pourquoi c'est pas un problème. Pour direction, la normale, voilà. Et donc, ça se note ds avec une flèche. Et donc, ds, c'est ds n. Ça, c'est un concept très important. Ça doit vous rappeler dans le principe le vecteur rotation, par exemple. Quand on a introduit le vecteur rotation, oméga, aparté,
on a dit ceci est le vecteur qui a pour norme la vitesse angulaire. C'est sa définition, quoi. Donc, il a une norme, sa norme, c'est la vitesse angulaire. Donc, des θ sur dt, θ point, comme vous voulez. Voilà. Il a pour norme la vitesse angulaire, et pour direction, la direction de l'axe autour duquel ça tourne. On avait appelé U delta. Et puis le sens de delta, bah, c'était au choix. On peut on peut orienter delta, l'axe comme ça, à ce moment-là. Je mets la flèche tout de suite. Si j'oriente delta comme ça, bah, je vais avoir un θ point par exemple positif si je tourne comme ça. Si j'oriente U delta dans l'autre sens, j'ai un θ point négatif. Bon, soit. Donc j'ai le choix. Mais en tout cas, voilà la définition du vecteur rotation. Je choisis une orientation de l'axe, et le vecteur rotation, c'est le vecteur qui a pour norme la vitesse angulaire et pour direction, la direction de l'axe. Ben là, c'est pareil. Je choisis une direction pour orienter cette surface, donc suivant sa normale, soit d'un côté, soit de l'autre. Je choisis, peu importe. Et puis après, le vecteur surface élémentaire, il a pour norme la surface, et pour direction, cette direction. Normale à la surface. Bien. Et bien, donc ça, en fait, vous voyez que ça, c'est le vecteur ds. Et je peux donc écrire, finalement, que le courant, alors, là, c'était le vecteur S total, puisque j'ai pris une section entière, pas forcément infinitésimale. Le fil, il fait peut-être 1 km de large. D'accord. Mais si je passe en infinitésimal, je peux écrire ceci comme ça. J'ai donc dI qui vaut J scalaire ds, voilà. C'est exactement ça, mais écrit en mode infinitésimal. Et donc là, vous voyez que peu importe la direction d'orientation de la surface, si je mets n par là, eh bien, J, donc nqv, si la vitesse des charges est comme ceci, J scalaire n va être positif. D'accord? Et donc, je vais avoir un courant positif traversant cette surface-là. Si j'oriente la surface dans l'autre sens, ceci va me donner un nombre négatif, puisque J scalaire n va être négatif. Et effectivement, le courant passant à travers cette surface-là, orienté dans l'autre sens, est négatif. D'accord? Parce que, en fait, quand je regarde les charges qui traversent une surface, il faut que je dise dans quelle direction. Parce que si j'ai une certaine quantité de charge qui traverse par là, bah, j'ai moins cette quantité qui traverse par là. Donc c'est normal que l'orientation intervienne ici. Le courant dans le fil orienté comme ceci est positif si les vitesses vont par là et négatif si les vitesses vont par là. Enfin, pour des charges positives. Ouais. Donc, le courant à travers une surface, c'est donc une surface orientée, parce qu'encore une fois, si j'ai juste une surface, le courant à travers cette surface, si je donne un nombre, ça ne me dira pas si elle va par là ou par là. Donc il faut que j'oriente la surface. Si je l'oriente par là, je décide de regarder combien de charges passent par unité de temps dans ce sens-là, dans le sens de l'orientation de la surface. Eh bien, c'est donné par cette formule-là. Si je l'avais orienté dans l'autre sens, ce serait encore donné par cette formule-là. J, c'est NQV. Pardon, c'est ça. Je vais l'écrire là. Et comme NQ, ce n'est rien d'autre que ρ, en fait, J, c'est ρV. Voilà, c'est ça qui est mieux de préférable encadré. Oui. De la même manière, on a une densité de courant linéique aussi quand on n'a qu'une seule dimension, enfin quand on n'a que 2 dimensions. Oui, oui. À ce moment-là, ça va être. Oui, alors on. Bon, le J, oui, voilà. Enfin, on va avoir un JS qui va être l'intégrale de J sur une épaisseur, etc. Et puis le courant I. En fait, ce courant I, le courant linéique. CI, c'est-à-dire c'est quand on regarde le fil globalement sans se préoccuper de son volume. C'est-à-dire, quand on parle du courant dans un fil, on considère que ce fil est sans épaisseur. Quoi. On se fiche de savoir où passe exactement le courant dans le volume. En fait, ça veut dire qu'on a intégré déjà
sur toute la section, autrement dit, I, le I dans un fil, c'est la somme sur une section de J scalaire ds. Ah, moi, On le voit d'ici d'ailleurs. j'imaginais ça un petit peu plus comme du courant qui traverserait quelque chose de plat comme ça, mais qui le traverserait sur toute la longueur. J'imaginais que c'était ça la densité linéaire, que ça faisait référence à cette dimension-là en fait. Parce que cette dimension-là, en fait, c'est pas réellement celle du... Non, c'est ça, oui. Donc là, mais là, vous avez déjà intégré une fois. Normalement, c'est un truc volumique. Donc le courant, il passe dans tout ça. Si vous dites qu'en fait, il passe en surface, donc vous intégrez sur toute cette épaisseur. Et ensuite, si vous dites que vous voulez voir un fil, vous intégrez en plus là-dessus. Et donc, il n'y a plus qu'une direction. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la somme de courant. L'élément clé, c'est le vecteur densité de courant, ρ fois V. Et le courant, le courant au sens du courant électrocinétique à travers une surface ds, c'est J scalaire ds. Et le courant sur une surface complète, si vous intégrez sur un conducteur qui n'est pas infinitésimal, bah vous faites l'intégrale de tout ce qui passe à travers tous les petits ds, et vous avez le courant total. Bien. Bon, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais essayez quand même de bien comprendre ça, parce que c'est important de voir ce que c'est que cette densité de courant, même si souvent on a affaire à des circuits filiformes dans lesquels la densité de courant importe peu. Il y a quand même des tas d'exercices très classiques, donc vous êtes vraiment susceptible de voir apparaître un CAPES où J est important quand même. Bref, donc ça c'était les charges en mouvement, donc la notion de courant, la densité de courant. Bien. Voilà, alors, on va introduire maintenant les champs B, champs magnétiques. Donc le champ E agit sur les charges et est créé par les charges. Le champ B, lui, agit sur les charges en mouvement et est créé par des charges en mouvement. Donc, le lien entre E et B, c'est un peu c'est la vitesse. Et comme la vitesse dépend du référentiel, comprenez bien qu'un champ E créé par une distribution de charge au repos dans un certain référentiel, vu dans un autre référentiel, ces charges au repos sont plus au repos, maintenant elles bougent. Et donc ces charges au repos sont devenues des courants. Et du coup, elles vont créer des champs B. Donc un champ E vu dans un autre référentiel, il y a du B. Et de même, le B vu dans un autre référentiel, il y a du E. Bref, c'est pour ça que le E et le B sont mêlés, sont indissociables. Et le passage d'un référentiel à l'autre fait intervenir une espèce de mix entre le champ E et le champ B. C'est pour ça que les équations de Maxwell ont révélé le problème de la transformation galiléenne, du changement de référentiel galiléen, et nécessité l'introduction de la transformation de Lorentz, relativiste. C'est que, effectivement, si vous étudiez E et B, comme l'un et l'autre, l'un peut être le E peut être du B et le B du E suivant le référentiel. Enfin, c'était fatal qu'on tombe sur le problème. Je ne suis pas très bien exprimé, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, ou je le redirai une autre fois mieux. Une fois qu'on aura écrit toutes ces équations de Maxwell, ça deviendra clair. Alors, oui, le champ magnétique. Alors, la difficulté un peu conceptuelle avec le champ magnétique, c'est que on a intuitivement l'appréhension du champ magnétique à travers les aimants. Et les aimants n'ont pas l'air d'être des courants électriques. Mais en fait, si.
on peut ramener, enfin, Faraday a énoncé, a montré l'équivalence entre un aimant qui a un pôle nord, un pôle sud, et un courant. Et on a compris plus tard que c'était une modélisation du courant infinitésimal qui a lieu dans la matière. Si vous avez, alors évidemment, c'est toujours un peu embêtant de parler d'électrons qui tournent autour d'un noyau, etc., parce que la vision quantique est un peu différente. Mais enfin, en vision semi-classique, semi-quantique, vous savez qu'il y a des charges dans la matière et que ces charges sont en mouvement. Donc, si on a le modèle que j'aime pas du tout de l'électron qui tourne autour du noyau, c'est quand même un bon modèle pour fixer un peu les choses. Donc un électron qui tourne autour du noyau, bah, ça fait un courant électrique. C'est comme si vous aviez un fil électrique circulaire comme ça, que vous faites tourner un courant dedans. Donc, vous avez une spire de courant en fait. Vous avez le noyau, vous avez l'électron qui tourne. Bah, ça c'est un courant, ça vous fait un courant I. Vous pouvez calculer, vous prenez une section d'espèce de fil imaginaire, et vous regardez quel est le courant, c'est-à-dire combien il y a de charge qui passe par unité de temps, compte tenu de la vitesse ou de la période de rotation, la charge élémentaire d'électrons, vous pouvez associer à ce petit modèle, vous pouvez associer un courant. Donc, en fait, il y a des courants partout à l'échelle microscopique. Parfois, ils s'annulent parce que tout est dans tous les sens, parfois, ils ne s'annulent pas parce que tout est un peu orienté. Et donc, tous ces courants vont produire des champs magnétiques qui, en fait, ont la propriété d'être dipolaire, on y reviendra. Et donc on a affaire, en fait, la matière peut se comporter parfois comme un dipôle magnétique, un petit aimant. Et c'est comme ça qu'on a intuitivement l'idée du champ magnétique, parce qu'on connaît les aimants depuis très longtemps. Tandis qu'on connaît vraiment les courants, les charges individuelles que depuis peu de temps. Mais donc, oubliez, au moins pour l'instant, autant que possible, l'idée que champ magnétique, ça veut dire aimant, parce que l'interaction de deux aimants, c'est l'interaction de deux dipôles électriques, c'est-à-dire c'est l'interaction d'une boucle de courant sur une boucle de courant. Donc c'est en fait, par rapport à l'aspect fondamental que je vais évoquer ici, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré, donc beaucoup plus complexe. Au fond, il faut voir le champ magnétique comme un champ, au même titre que le champ électrique, quelque chose qui est présent partout dans l'espace, qui peut avoir des valeurs différentes en différents points de l'espace, mais qui est présent partout dans l'espace, qui agit sur des charges en mouvement. Quelle est l'action du champ magnétique B sur une charge en mouvement? Eh bien, la voici, action sur une charge en mouvement. Eh bien, ça produit une force, un champ B produit une force QV vectoriel B. En fait, c'est la définition du champ B, c'est-à-dire que on a constaté qu'il y avait quelque chose dans l'univers qui produisait une force qui était d'autant plus grande que la charge, qui produisait donc une force sur les charges en mouvement. Cette force est d'autant plus grande que la charge est grande, c'est proportionnel à la charge, et c'est d'autant plus grand, de façon proportionnelle, que la vitesse de la particule est grande. Si la vitesse est nulle, zéro effet. Vous pouvez avoir tout le champ magnétique que vous voulez, si vous avez une charge au repos, elle ne le voit pas. Et si elle a une vitesse v, eh bien, elle subit une force qui vaut QV vectoriel V. C'est-à-dire qu'on a vu que c'était proportionnel à Q, on a vu que c'était proportionnel à V, et donc on aurait pu rajouter un coefficient là, voilà, on a directement le facteur de proportionnalité, on a dit c'est ça le champ B. Donc ça, en fait, ça définit le champ B. Oui? Microscopiquement, comment ça apparaît la force magnétique? C'est quoi? Eh bien, c'est une force. Si vous avez un champ B quelque part, ouais, ça produit une force sur une charge Q de vitesse V, ça produit cette force-là. Donc c'est vraiment, ça se voit comme ça. Vous avez une charge en mouvement dans un champ B qui est orienté par là. Eh bien, il se manifeste une force. Si là vous avez Q, ça c'est la vitesse V, ben vous avez V vectoriel B, donc ça fait un truc là qui rentre dans le tableau, et bien il se manifeste une force par là. Donc c'est une force au même titre que n'importe quelle force élémentaire. Vous avez la force électrique QE. Si vous avez un champ E, une charge, eh ben, ça la pousse dans la direction du champ, ou opposé si la charge est négative. Là pareil, hein, d'ailleurs, Q peut être négatif bien sûr. Mais voilà, cette formule est vraie, quoi qu'il arrive.
Si vous avez un champ B et que vous êtes une charge animée d'une certaine vitesse, vous subissez une force QV vectorielle V. Donc il n'y a pas tellement d'autres explications que dans ce cas-là. Voilà, il y a une force. Si vous êtes une charge et qu'il y a un champ, eh bien vous subissez une force. Donc le B, il est forcément orthogonal au E. Alors, pardon, redites-le. Est-ce qu'il est orthogonal au E? Non, B n'est pas nécessairement orthogonal à E. D'ailleurs, il peut y avoir un champ B et pas de champ E. Il peut y avoir un champ E et pas de champ B. Il peut y avoir les deux dans des configurations diverses. Pas nécessairement orthogonal l'un à l'autre. Mais c'est pas eux qui ont B, on sort comme ça tout à l'heure. On verra plus, alors beaucoup plus tard, c'est-à-dire demain. Non, non, je sais pas, à un moment, que quand E varie, ça induit un champ B, et quand B varie, ça induit un champ E. Ça, c'est le couplage entre les deux. Donc ça, c'est quand vous avez des champs électriques dépendants du temps ou des champs magnétiques dépendants du temps, il y a un couplage naturel qui se fait. Pour l'instant, on travaille, là, oui, je ne vais pas vraiment préciser, on travaille en électrostatique, là maintenant en magnétostatique, c'est-à-dire on considère qu'on a les charges sont là où elles sont et elles ne bougent pas, ou bien maintenant qu'elles bougent, parce qu'on a des courants, les courants sont ce qu'ils sont, mais ils ne varient pas, pour l'instant. Les courants sont permanents, par exemple, vous avez un fil comme ça, électrique, dans lequel passe un courant. Évidemment, je ne peux pas dire que c'est statique comme situation, parce qu'il y a du courant, c'est donc il y a des charges qui bougent. Mais le courant ne change pas, et donc tout ce qu'on appelle un magnétostatique, c'est les champs magnétiques sont statiques, ne changent pas dans le temps, et donc les courants qui les produisent, on va voir ça dans 2 secondes, ne varient pas dans le temps. En tout cas, là on est à un niveau beaucoup plus fondamental, donc général, qui fonctionne, que le champ soit statique ou pas, de toute façon, si vous avez un champ B, c'est la définition du champ B, une charge Q de vitesse V subit une force QV vectorielle. Donc s'il y a un champ E et un champ B, au total, on a ce qu'on appelle la force de Lorentz, qui est simplement la partie électrique plus la partie magnétique, QE plus QV vectoriel V. Ça s'appelle la force de Lorentz, c'est la force subie par une charge en mouvement. Donc si elle n'a pas de mouvement, elle ne subit que la force électrique, et s'il n'y a pas de champ E, elle ne subit que la force magnétique, etc. etc. Il y a une chose qu'on peut dire tout de suite peut-être sur cette force, c'est qu'elle a une caractéristique. C'est la première fois, enfin vous avez déjà fait de l'électromagnétisme, en tout cas certains d'entre vous, mais sinon c'est la première fois que vous voyez une force qui dépend de la vitesse. C'est un peu étrange quand même. Quand vous avez, je sais pas, un ressort qui tire sur un corps, la force elle est ce qu'elle est, elle dépend de l'allongement du ressort, elle ne dépend pas de la vitesse de la particule. La vitesse est déjà en train de bouger ou pas, la force elle est ce qu'elle est. La force va modifier la vitesse, mdv sur dt égale somme des forces, mais la force elle-même ne dépend pas de la vitesse. Eh bien là, si, pareil, la force électrique ne dépend pas de la vitesse. Si vous avez une charge dans un champ E, que cette charge bouge ou pas, ne change strictement rien, elle a une force. Voilà. Et cette force induit mdv sur dt égale somme des forces. Là, c'est une force qui se trouve dépend de la vitesse. C'est comme ça, après tout, pourquoi pas? Et en l'occurrence, c'est le cas. Donc la force magnétique dépend de la vitesse. Mais elle en dépend d'une façon un peu particulière, puisqu'elle en dépend via un produit vectoriel V vectoriel B. Et par conséquent, cette force ne travaille jamais. Parce que c'est quoi le travail élémentaire de la force magnétique? Lors d'un déplacement élément infinitésimal dr, eh bien, par définition, delta W, c'est F scalaire dr, bien sûr, le travail. Et c'est donc Q, V, vectoriel V, scalaire dr. Mais V, c'est dr sur dt. Donc le déplacement et la vitesse sont collinéaires, par définition. Donc ça, V vectoriel B, c'est orthogonal à V, et ça, c'est parallèle à V. Donc ce produit scalaire est nul. Q, ça
QE, ça travaille, absolument. QE, ça peut travailler. Ah oui, tiens, on n'a pas... Ouais, je l'ai dit implicitement. Bon, ok, je fais l'aparté tout de suite, mais c'est quoi le travail élémentaire de la force électrique? Eh bien, c'est QE, scalaire dr. Mais E, c'est moins gradient de V, non? Donc ça fait moins Q grade de V scalaire dr. Or, par définition du gradient de V scalaire dr, c'est dV. Donc ceci, c'est moins Q dV. Autrement dit, moins D de QV, si Q ne varie pas. Et on retrouve ici, c'est trivial vu la façon dont on a introduit l'énergie potentielle au tout début en mécanique. On retrouve ici que le travail élémentaire de la force électrostatique, c'est moins la variation d'énergie potentielle électrostatique. Quand on a dit que la force dérive d'un potentiel, c'est vraiment ça que ça veut dire, c'est que le travail produit par la force électrique électrostatique n'est pas perdu. Il fait augmenter, si le travail est positif, il fait diminuer la force, pardon, si le travail est positif, il fait diminuer l'énergie potentielle électrostatique. Donc l'énergie se conserve, c'est une force conservative. Donc le travail élémentaire de la force électrique, c'est simplement moins D de l'énergie potentielle, D de QV. Mais pour la force magnétique, ce travail élémentaire vaut 0. Autrement dit, il n'y a pas d'énergie magnétostatique comme il y a une énergie électrostatique. Parce que voilà, le fait qu'il y ait une particule dans un certain champ B, en soi, ça ne produit pas d'énergie particulière. Tandis que le fait d'avoir une charge Q dans un certain champ E, à un certain potentiel V, ça c'est associé à une énergie potentielle. Parce que ce champ E peut mettre en mouvement la particule. Un champ B ne peut pas mettre en mouvement une particule si elle n'a pas déjà une vitesse. Puisque la force est nulle si V égale 0. Donc c'est quelque chose, c'est vrai, d'un peu particulier. Hein. Encore une fois, c'est la première fois qu'on voit une force qui dépend de la vitesse. Et d'ailleurs, c'est la seule. De toute façon, il n'y a pas des milliards de forces. En fait, j'ai déjà commenté le fait que les forces qu'on rencontre en mécanique, mis à part la gravitation, sont toutes en fait des forces effectives à grande échelle qui dérivent des forces quantiques sous-jacentes et essentiellement de la force électromagnétique, des forces électriques. La force d'un ressort, au bout du bout, c'est une force électrique entre les cubes. Bref. Donc, la force magnétique ne travaille pas, donc elle ne va jamais modifier, elle ne peut pas modifier la vitesse en norme d'une particule. Si vous avez juste la force électrique, vous avez D de C qui vaut somme des travaux des forces, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique ne va pas varier sous prétexte qu'il y a une force et un champ B. Donc, par contre, il y a une force. Elle n'est pas nulle, cette force. Elle est orthogonale à la vitesse. Donc, l'action d'un champ B va être d'incurver la trajectoire des particules, mais sans faire changer la norme de la vitesse. Peut-être faire... ouais. Oui, donc, on va faire tout de suite le mouvement de l'armoire. Vous allez... Voilà, après tout. De toute façon, il faut faire ça. C'est le moment. On va dire que c'est le moment. On va voir donc l'effet d'un champ B. Alors, on va prendre un cas très simple. Je mets un champ B qui vient vers nous, par exemple. Okay. Et puis j'envoie une charge Q. Voilà, j'ai une charge Q. À une vitesse V0 qui vaut V0 UZ, j'appelle ça Z.
j'appelle ça X, par exemple. Et je mets Q positif. Et donc j'ai B qui vaut... Alors B, je le mets comme ça. Donc X, Y, donc c'est moins BUY ici. Hein, si j'ai Y vers l'arrière. Pour avoir un trièdre direct. X, Y, Z. Bon, c'est un choix. Ok. Donc, à t égale 0, la charge Q, positive, a, on va dire qu'elle est en... Je vais prendre... ok. Bon, je vais prendre... J'ai envie de prendre des notations qui vont simplifier le problème, si vous voulez bien. Parce que c'est pas la peine de s'embêter avec des changements Donc, oubliez, je refais un exercice qui est bien énoncé maintenant. Donc, voilà. O, X, Y, Z. Je n'avais pas préparé de coup, donc voilà. Alors, on va démarrer à une distance grand R, ici, au point A. Donc le point A a pour coordonnées R0, 0. D'accord. Je mets le champ B qui vaut BUY. Et je dis que à t égale 0, la charge Q positive se trouve en A avec la vitesse. Ah, formidable. Ouais. Avec la vitesse V0 égale V0 plus Z. D'accord? Donc je fais ça. Et j'ai un champ B donc qui est suivant Y, comme ça, il y a un champ B. Ou peut-être je ne le fais pas en perspective. Mettre Y comme ça. Donc, comme si vous l'avez mis en perspective, c'est pas un problème. Voilà. Y vers l'arrière. Et donc j'ai un champ B qui est uniforme, qui remplit l'espace. Voilà, en chaque point de l'espace, il y a un champ B qui rentre dans le tableau, qui vaut toujours la même chose. Un champ B comme ça, je lance une particule comme ça. Question, déterminer le mouvement de la particule. Le mouvement de la charge. Voilà, alors on va résoudre cet exercice tranquillement, proprement. Alors, ben, c'est simple, hein, une particule soumise à une force. mdv sur dt égale somme des forces, c'est-à-dire Q, V, vectoriel B. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre force, je néglige même le poids, il n'y a rien, voilà, juste le mouvement influencé par la présence du champ B. Sachez qu'en général, pour les particules élémentaires chargées, là, le poids est toujours totalement négligeable. Enfin, dès l'instant que vous avez un champ E et un champ B qui ne sont pas totalement ridicules, le poids est totalement négligeable. Puis on se place dans le vide. Mais je veux dire, le truc, c'est que même si vous faites l'expérience sur votre table, là, le poids, ça compte pour du beurre. Parce que la masse
La masse d'un électron, c'est 10 moins 30, enfin 9, 10 moins 31, donc 10 moins 30 kilos. C'est vraiment... Ça, bon. Voilà. Alors, voilà le mouvement, pardon, il manque une flèche ici, dv sur dt. Le nombre de copies avec des vecteurs égaux à des scalaires, ça fait mal. Hein. C'est horrible. Ah, vraiment, bon, je l'avais fait aussi, d'accord. Mais je l'ai vu et je l'ai corrigé. Et c'est voilà. Bon. Essayez vraiment de ne pas écrire un nombre égal à un vecteur. Le problème, c'est que si c'est juste, ça peut arriver à un oubli. Et le problème, c'est qu'après, les choses qui en découlent deviennent fausses si vous faites le produit scalaire d'un nombre par un vecteur. Après, ça devient lui-même un vecteur, alors que c'était censé maintenant être un nombre. Enfin, et au bout d'un moment, c'est... Non, j'ai une certaine résistance, mais des fois c'est dur. Ok, alors allons-y. Allons-y. On dit qu'il n'y a pas de champ E. Il n'y a pas de champ E, juste le champ B. Juste le champ B. Alors, comment on va faire pour bien s'y prendre? Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le résultat. Non? Ceux qui ont fait de l'électromagnétisme doivent connaître le résultat. Ouais? Oui, bon, quand même. Non, alors, regardons déjà dans quel sens va la force. Q, V vectoriel B. V, vectoriel B, ça va par là. Donc déjà, si Q est positif, si Q est négatif, ça va dans l'autre sens, peu importe. Donc en fait, ça va emmener la particule un peu par là. Regardons qualitativement. Et puis, donc, mettons que la particule a fait un peu ça, maintenant elle va comme ça. Maintenant V est comme ça. Alors V, vectoriel B. Eh ben, maintenant la force, donc là la force elle est comme ça. Là maintenant la force elle est comme ça. Et en fait ce qui va se passer, on va le montrer, hein, ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois, la force est orthogonale à B, donc elle est dans le plan ici, elle est dans le plan XZ, c'est fatal, la force est orthogonale à B. Et B est suivant UY, donc la force elle est dans le plan XZ. Donc le mouvement va avoir lieu dans le plan XZ, puisque la force est dans le plan et le mouvement au départ est dans le plan. Il n'y a rien qui fait sortir la particule du plan. Donc le mouvement il va être dans le plan XZ. Et en fait, la force elle va être toujours orthogonale à la vitesse. Et comme par ailleurs, cette force ne travaille pas, puisque son travail scalaire dr c'est 0, ça ne va pas faire changer l'énergie de la particule. Son énergie, c'est 1,5 de mv2. Il n'y a pas d'énergie potentielle, il n'y a rien, je n'ai pas mis de poids. Voilà. Donc 1,5 de mv2 ne va pas changer, donc la norme de la vitesse ne va jamais changer. Et la force va être toujours orthogonale au déplacement. Et bien ça s'appelle un mouvement circulaire uniforme. Donc, voilà ce que ça va faire. Avec une accélération, la force divisée par m, avec une accélération qui est toujours dirigée vers le centre, qui vaut toujours la même chose, puisque en norme, donc, justement, alors du coup on va l'écrire en polaire là-dedans, donc maintenant j'appelle ça petit r, en fait petit r va être égal à grand R, mais je vais montrer. Petit r θ, maintenant qu'on a compris qu'on était en fait dans le plan, puisque la force est dans le plan, donc on ne peut pas en sortir, on peut se mettre en coordonnées polaires, et donc je vais écrire m dv sur dt en coordonnées polaires. Bonne révision, parce que c'est pas été clair pour tout le monde ça, hein, dans le partiel non plus. Hein. Alors, m, r point, pardon, on va le faire en deux temps, v égale OM égale r UR. V égale R point UR plus R θ point Uθ. Il faut que vous sachiez l'écrire aussi vite que moi, là. Hein. D'accord. Ouais, je ne vais pas dire tout de suite que R égale constant. Donc A égale R2 point UR plus alors moins R θ point carré, tout ça c'est suivant UR, d'accord, plus, suivant Uθ, R point
attendez, je suis perdu. Non, R, oui, R point, θ point, on va en avoir deux en fait. On a Donc θ 2, de voilà, plus R θ de point, Uθ, c'est ça? Donc la masse fois ça vaut ce truc. Alors ce truc-là, donc V vaut ça, vectoriel B, QV vectoriel B, ça fait Q R point UR vectoriel UY là, B. Ça va être à chaque fois suivant Uθ. Plus, ça c'est le premier terme ici, plus R θ point, alors Uθ vectoriel B, ça c'est suivant moins UR. Uθ vectoriel B, suivant moins UR, donc moins Q R θ point UR. Alors, j'aurais aimé qu'il saute aux yeux que R égale constante. Pourquoi on a dit Uθ? Pardon? Pourquoi il aurait dit Uθ? Ah oui, ah ben si, oui. Quand je C'est ça. Il n'est pas correct vectoriellement, le vecteur. Hein? UR. Ah, j'ai fait ça, vectoriel B. Ça, vectoriel B, Y. Il manque B. Ah oui, il manque B. Merci. B. B. Alors j'aurais voulu qu'il saute aux yeux que R égale constante, de façon à ce qu'on ne s'embête pas avec tous les R points, les R2 points, et que là du coup, et puis que on voit que ça c'est 0. Donc est-ce que vous pouvez me justifier que R égale constante? Alors, sinon on a deux équations, deux inconnues, je préférerais tout de suite virer. Et il me semblait que le raisonnement... Ouais, le raisonnement qualitatif que j'ai fait devrait pouvoir donner... Est-ce que vous pouvez refaire le V vectoriel B? Le V vectoriel B, ouais, donc j'ai R point... Alors UR c'est ça, UR vectoriel B, quel que soit le UR, si voilà, j'en prends un ici par exemple, quand je suis là, UR est comme ça, et Uθ est comme ça, d'accord? Donc UR vectoriel B, c'est bien Uθ. Il me semblait qu'il y en avait plus que ça. Ah bah si, parce qu'il est orthogonal à UR et lui est orthogonal à UY. Le produit vectoriel, c'est orthogonal aux deux vecteurs dont on parle. Donc il est orthogonal à UR et il est orthogonal à UY. Il est dans le plan. Il est dans le plan orthogonal à UR. Enfin, c'est soit Uθ, soit moins Uθ. Après, il suffit de regarder le sens. D'accord? En fait, il est moche, oui. Yes. Ouais. Et pareil, Uθ vectoriel UY, bah, il est orthogonal à Uθ, donc il est suivant UR, et puis c'est celui qui va vers le centre, donc c'est moins UR. Je voyais ça, c'est un peu plus dur. Donc j'avais oublié le B effectivement, mais voilà, si ça c'est bon. Je vais écrire les équations de Newton, du coup, puis on va voir si ça saute aux yeux ou pas. Là, j'avoue que ça ne me saute pas tout de suite aux yeux, ça devrait, mais... donc M, R2 point, le M, je vais le diviser tout par M. Donc j'ai ça qui vaut, donc suivant UR, qui vaut moins Q B sur M R θ point.
Ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique projetée sur UR. C'est RFD scalaire UR, ça donne ça. Et puis, pardon, vous voyez ce que je veux dire. Et RFD scalaire Uθ. Ça donne donc M fois ça égale le truc là, donc 2 R point θ point plus R θ de point égale Q B sur M R point. J'aimerais tellement pouvoir dire R égale constante là tout de suite, comme ça le problème est immédiatement réglé. Je peux te faire montrer justement. Il faut utiliser l'argument qualitatif que on a un circulaire de forme. Oui, mais C'est pas le seul. oui. Parce qu'on ne peut pas l'affirmer comme ça. Bah, Est-ce qu'il était complet mon argument? Parce que j'ai dit des mots pour vous le faire sentir, mais est-ce qu'il était totalement rigoureux? J'en suis pas sûr. Je vous ai convaincu? sinon, on dit par conservation d'énergie. Oui, mais d'accord, mais il faudrait le montrer. Si quelqu'un vous dit, mais ok, mais pourquoi? Il va arriver à dire un autre truc. On n'a pas le droit de dire justement qu'il n'y a pas d'énergie potentielle parce qu'il n'y a pas de masse, du coup qu'il n'y a que l'énergie mécanique. Ah, si, ça c'est sûr. L'énergie cinétique et Ça, c'est l'énergie mécanique est constante, bah, l'énergie cinétique aussi. Ça c'est sûr. Non, V égale constante, ça c'est pas un problème. Du coup, l'énergie elle est constante aussi. Ah, mais peut-être que déjà V égale constante, on peut en tirer quelque chose. Si la norme de V est constante. Non, sinon, on peut toujours dériver ça une fois, le mettre là-dedans. Oui, mais il y a du θ de point. Non, ça c'est l'enfer. Non, il y a évidemment un truc super simple à faire et juste je le vois pas. Et ça m'ennuie, mais je ne veux pas non plus y passer trop de temps. Écoutez, on va supposer que R égale constante. De toute façon, on peut toujours dire, si on trouve une solution, c'est la solution, parce que c'est une équation mécanique avec les conditions initiales, position, vitesse à l'instant t égale 0, il n'y a qu'une solution, si on en trouve une, c'est celle-là. Donc, quelque part, ce sera rigoureux quand même, en supposant que c'est un cercle R égale constante. Si ça marche, alors c'est bon. Vous alliez dire... si on ne peut pas utiliser la position en A et dire qu'en A, V0 est suivant Uθ, Oui. donc R point est forcément nul. Oui, mais en ce point-là, pourquoi il va le rester tout le temps? C'est ça le problème. avec V constante. Non, c'est pas... Enfin, il y a moyen, et ça doit être méga simple, parce que c'est juste un mouvement circulaire uniforme. C'est très simple, juste je ne le vois pas, et les arguments que j'ai avancés, je ne suis pas certain qu'ils soient suffisants. En tout cas, cherchons une solution à R égale constante. Juste Rθ point, enfin QB sur M, Rθ point, comment vous avez trouvé Rθ point? Là, c'est Ah, c'est juste les autres. Oui, Ok, c'est d'accord. oui, j'ai fait ça égale ça. Enfin, M fois ça égale ça. Donc, R égale constante, égale grand R, d'accord? À ce moment-là, R point égale 0 et R de point égale 0. Please, soit dit en passant, n'écrivez jamais ça. Je sais que c'est tentant. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Parce que R point n'est pas égal à R de point, c'est pas homogène. Ça c'est une vitesse, ça c'est une accélération, ce sera jamais égal, jamais. Même s'ils sont tous les deux nuls, ils sont pas égaux au même zéro. Il y en a un qui est égal à 0 mètres par seconde et l'autre il est égal à 0 mètre par seconde carré. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je le dis en passant, bon, si vous voulez éviter d'énerver le correcteur, je ne sais pas si ça les énervera tous, moi ça m'énerve un petit peu. Mais je peux m'en remettre, hein, c'est pas grave. Alors, donc, R point égale 0, donc ça dégage, ça dégage. Vous voyez du coup que θ2 point égale 0.
Là, on retrouve que θ point est constante, donc ça va bien être à vitesse uniforme. Il le faut. Peut-être que la bonne façon de faire, c'est de dire que cette norme-là est constante. Ah oui, et du coup, on dérive ça. Parce que ça, la norme est constante, ça, on l'a démontré proprement. B ne travaille pas. Donc, R point carré plus R de θ point carré égale constante. En dérivant ça, on va sortir des trucs qui vont peut-être éliminer. On verra après. Je finis ça. Je ne veux pas vous faire perdre trop de temps avec un truc qui n'est pas lié en soi à l'électromagnétisme. Donc, en tout cas, je cherche une solution à R égale constante et je vous garantis qu'on va la trouver. R point égale 0 et R2 point égale 0. Donc, d'ici, on tire θ2 point égale 0. Par conséquent, θ point égale constante. Et d'ici, on tire... Je vais prendre du bleu, ça va nous changer. De là, on tire R θ point carré égale QB sur M R θ point B. Ok. Donc θ point égale QB sur M. Oui. Non, ouais. Comment vous avez posé que la vitesse était constante? Ça? Au-dessus. Ah, ça, c'est parce que delta W D de EC égale delta W égale 0. Ça ne travaille pas. Donc EC égale constante. Donc V égale constante. Mais du coup, si V égale constante, l'accélération est nulle. Ah non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Alors ça, je l'ai trouvé aussi dans les copies. Alors ça me désespère. A égale dV sur dt, mais A n'est pas égal à dV sur dt. Voilà aussi pourquoi il faut faire attention à vos vecteurs. La vitesse en norme est constante, mais si la direction change, il y a une accélération. Donc faites attention, vitesse constante, vitesse norme constante, ne veut pas dire accélération nulle. Sinon, il n'y aurait jamais de mouvement circulaire uniforme. Bref, ça vraiment. Donc les vecteurs, ils ne sont pas là pour faire joli. Alors, ils ne font pas spécialement joli. Hein. Donc c'est pas juste pour le plaisir de tracer des flèches sur une feuille de papier qu'on met des vecteurs. Parce que c'est des vecteurs. Ok, alors donc θ point égale ça. Ben voilà, donc on a un mouvement. Donc, ben voilà, c'est solution de l'équation. Donc voilà, on a trouvé la solution. C'est un mouvement à R égale constante. Alors on va voir ce que vaut R. Et θ point qui vaut QB sur M et qui est constant. Or, que vaut θ point à l'instant t égale 0? θ point, c'est V0 sur R. Ou si vous voulez, V c'est R θ point est constant, V est constant, enfin tout va bien. Donc la vitesse c'est R θ point, c'est-à-dire R QB sur M. Voilà, donc la chose à retenir, c'est ce qu'on appelle le rayon de Larmor. Vous avez déjà entendu parler du rayon de Larmor? Non, c'est entre le rayon de la mort et la... Non, c'est pas le rayon de la mort. C'est vrai que le rayon de Larmor, Monsieur Larmor, R égale MV sur QB. Si vous voulez, c'est la quantité de mouvement sur QB. Ça, c'est très important. Alors, je l'écris avec la quantité de mouvement, juste pour ceux que ça intéresse. Là, on a fait un calcul
avec la quantité de mouvement, enfin, d de mv sur dt, la quantité de mouvement classique, pas relativiste, on n'a pas mis de gamma. Si on fait le calcul relativiste, qui est souvent nécessaire, parce que les particules élémentaires vont souvent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, à ce moment-là, évidemment, mv, enfin, ça c'est la partie... enfin, bref, en tout cas, le résultat reste ça. Il reste vrai qu'on a un mouvement circulaire uniforme avec un rayon qui vaut P, du coup, avec l'expression relativiste, donc gamma mv, et non plus mv, divisé par qb. Enfin, retenez P sur qb ou mv sur qb dans les demi-ronds. Et donc ça, c'est à savoir, une particule dans un champ magnétique décrit un cercle. Alors, si elle a une vitesse orthogonale au champ, sinon on va voir tout de suite, décrit un mouvement, enfin décrit un cercle, et donc est engagé dans un mouvement circulaire uniforme. Et le rayon du cercle est proportionnel à la quantité de mouvement et inversement proportionnel à la charge et au champ B. Autrement dit, si vous envoyez comme ça une particule dans un champ, elle va donc décrire un cercle. Plus la particule va vite, plus le rayon du cercle va être grand, normal, parce que c'est plus difficile pour le champ B à défléchir la particule. Donc, vous voyez, le champ B, il agit sur les particules, en fait, en faisant changer leur direction. Ça ne peut pas changer la vitesse en norme, mais comme il y a une force, ça change la vitesse, le vecteur vitesse, puis ça produit une accélération. Ça ne change pas la norme, mais ça change la direction, donc ça incurve la trajectoire, et le rayon de courbure de la trajectoire est d'autant plus grand que la particule a une grande vitesse, une grande quantité de mouvement, hein, c'est-à-dire que pour qu'un champ magnétique dévie une particule, enfin, quand un champ magnétique dévie une particule, il a plus de mal à le faire si la particule va déjà très très vite. C'est très naturel. Par ailleurs, si la charge de la particule est plus grande, le rayon de l'armor va être plus petit, simplement parce que la force est plus grande. Donc c'est normal que ce soit inversement proportionnel à Q. Et par ailleurs, c'est inversement proportionnel à B, parce que plus le champ B est fort, plus ça va incurver la trajectoire. Donc plus le rayon de courbure va être petit. Donc finalement, une fois que vous avez compris l'idée, c'est qu'un champ B dévie les particules, cette formule, elle est totalement évidente. Plus vous avez une grande quantité de mouvement, plus c'est difficile à faire tourner, donc plus le rayon est grand. Et plus vous avez une grande charge ou un grand champ, plus la force est grande, et donc moins le rayon est grand. Et c'est simplement proportionnel. Donc même si vous oubliez cette dérivation, qui est... Bon, il y a sans doute moyen de faire mieux. Mais bref, l'enjeu, c'était juste que vous compreniez l'action d'un champ B sur une charge en mouvement. C'est donc de défléchir sa trajectoire. Une fois que vous avez compris ça et que vous en souvenez, le rayon de l'armoire, on pourrait le retrouver sans aucun calcul. C'est juste, c'est évident. Alors il pourrait y avoir un facteur numérique ici. Il se trouve que c'est 1, ce facteur. Donc c'est très très simple. Le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, c'est un cercle de rayons, le rayon de l'armoire, P sur QB. Alors ça, c'est lorsque la vitesse est initialement orthogonale au champ B. Si la vitesse, en fait, n'est pas orthogonale au champ B, de sorte qu'elle va faire un cercle, mais elle est un peu en biais. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est simple. Il suffit d'écrire que la vitesse, c'est une composante orthogonale et une composante parallèle. La composante parallèle au champ B, elle n'est absolument pas influencée par le champ B, parce que si V est parallèle à B, si vous voulez, je peux écrire ici Q V parallèle plus V orthogonale, parallèle voulant dire parallèle à B et orthogonale voulant dire orthogonale à B. Voilà. Ça, c'est égal à Q V orthogonale vectoriel B. Parce que la composante parallèle, le produit vectoriel de V parallèle par B, c'est 0, bien sûr. Donc la composante parallèle n'est pas affectée. Donc, mettons que j'ai un champ B qui est orienté comme cette table ici. Si j'envoie une particule orthogonalement à la table, eh bien elle va tourner comme ça.
D'accord? Elle va faire un cercle autour des lignes de champ. Alors, si elle a une charge positive, elle va tourner comme ça. Si elle a une charge négative, elle va tourner dans le sens, simplement parce que la force est opposée. D'accord? Donc, l'accélération va être... Si l'accélération, au lieu d'être par là, elle est par là, bah, la particule elle va tourner comme ça. Ça ne change rien. Donc, suivant la charge de la particule, elle va tourner dans un sens ou dans l'autre, mais avec le même rayon de Larmor. Maintenant, si je l'envoie exactement parallèlement aux lignes de champ, bah, il n'y a pas de force, puisque QV vectoriel B, ça fait 0. Donc un champ B n'a aucune action sur des particules qui ont une vitesse nulle ou qui ont une vitesse alignée avec lui. Donc si j'envoie la particule parallèlement à la ligne de champ, il ne va rien se passer, elle va continuer tout droit, comme s'il n'y avait pas de champ B. Du coup, si j'envoie une particule en partie parallèle et en partie orthogonale, une vitesse quelconque, bien la partie parallèle ne va pas changer, et la partie orthogonale va tourner autour du champ. Du coup, c'est quoi le mouvement? Eh bien, une spirale, une hélice, qui a le long de la ligne de champ la vitesse qu'elle avait au début, qui n'est jamais affectée par le mouvement, et le rayon de l'hélice va être le rayon de Larmor, mais le rayon de Larmor avec la composante orthogonale de la vitesse. D'accord? Donc en fait, c'est comme vous dissociez les deux mouvements. La vitesse initiale, c'est une vitesse le long du champ qui ne va jamais changer, et une vitesse orthogonale qui conduit à un mouvement circulaire. Exactement comme lorsque vous lâchez un corps dans un champ de pesanteur, il y a sa vitesse verticale qui est affectée d'une certaine façon, mais en fait, si vous le lancez en biais, la vitesse horizontale, elle ne changera jamais, parce que la pesanteur n'agit pas sur la vitesse horizontale. Donc, le mouvement résultant, la parabole que ça décrit, c'est la composition de la chute verticale et d'un mouvement à vitesse constante le long. Enfin, à vitesse constante orthogonalement au champ. Ouais. Vous voyez le truc? Un peu? Donc, une hélice avec une vitesse longitudinale qui est la vitesse initiale. Si on n'avait pas, bah, du coup, l'hélice elle se referme sur elle-même. Voilà, donc ça c'est le mouvement de Larmor, le rayon de Larmor, enfin bref, monsieur de Larmor. Ça c'est à connaître. C'est vraiment l'effet de base d'un champ B sur une particule chargée. Peut-être qu'il faut qu'on fasse une pause, non? Ouais, c'est à peu près là. On a un petit peu débordé. Bon, bah c'est bien. Dans 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Un petit quart d'heure.